Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un très très grand plaisir d'être présent ce matin avec vous pour cette session très très importante pour la société, mais aussi pour nos patients oncologiques. On m'a demandé de parler d'un sujet effectivement hyper important, donc à la base de la présentation du professeur Dever, et c'est l'innovation en oncologie. Il est clair que je veux focaliser sur les médicaments, mais l'innovation ne se focalise pas seulement sur les médicaments. L'innovation, c'est vraiment dans tous les domaines de l'oncologie. Je pense, avant de parler de l'innovation, il est très important de rappeler que les piliers du traitement du patient cancéreux, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, qui ont développé pendant des années, ces 50 dernières années, reste d'actualité. C'est la base du traitement du cancer, malgré toutes les innovations en médicaments et en approche thérapeutique actuellement. Et c'est très important de le rappeler. Il est clair que, je dirais, les 20 dernières années, on a vu apparaître ce qu'on appelle les thérapies biologiques ciblées, et plus récemment l'immunothérapie. Et vraiment, c'est tout cet ensemble qui fait qu'on a progressé énormément. J'aimerais rappeler, quand j'ai commencé ma carrière, il y a à peu près 30-35 ans, on avait un médicament, 2 médicaments tous les 3 à 4 ans. Maintenant, si on va 3 fois par an à un congrès, à chaque congrès, on a 3, 4, 5 nouveaux médicaments. Et je parle seulement dans les tumeurs solides, et on peut élargir ça aux tumeurs hématologiques, en pédiatrie, et donc vous imaginez, sans les technologies nouvelles, donc vous imaginez l'innovation, elle prend, je dirais, un essor extraordinaire. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, car le progrès continue, la technologie continue, l'informatique est une amélioration, la bioinformatique, donc c'est quelque chose qui va continuer, et heureusement pour la société, et heureusement pour nos patients. Il est clair, je dirais, avant de passer aux innovations médicamenteuses, il faut dire que la chirurgie se précise de plus en plus. Je ne suis pas chirurgien, évidemment, et je ne connais pas tous les progrès de la chirurgie. Je cite, je dirais, la robotique, entre autres. La radiothérapie est de plus en plus performante grâce à la technologie d'un côté, à l'informatique. On est de plus en plus précis avec la radiothérapie, plus actif sur le lit tumoral et moins toxique, surtout, sur les tissus avoisinants. Au niveau traitement par radioisotope, vous savez, le premier traitement, c'était par iode radioactif pour les cancers de la thyroïde, plus récemment pour les tumeurs neuroendocrines, et maintenant d'autres tumeurs, d'autres traitements par radioisotope, les lymphomes éventuellement, et par exemple, plus récemment pour le cancer de la prostate qui exprime ce qu'on appelle le PSMA. Donc c'est aussi un essor extraordinaire en radioisotope, non pas seulement à visée diagnostique, mais aussi à visée thérapeutique. Et plus récemment, donc je dirais, en ce qui me concerne l'oncologie médicale et les traitements systémiques du cancer, vous connaissez la chimiothérapie qui a guéri énormément du monde, mais avec des toxicités importantes. Vous devez savoir que cette chimiothérapie est revisitée actuellement pour avoir ce qu'on appelle la chimiothérapie ciblée, et je donnerai un exemple, et évidemment les thérapies ciblées plus récemment et l'immunothérapie. Donc vous voyez, ici vraiment on est devant une innovation extraordinaire qui, heureusement, nos malades bénéficient et bénéficieront dans les prochaines années. Voilà, donc je vais commencer rapidement pour illustrer ce que je viens de dire. Ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle la chimiothérapie ciblée aujourd'hui. Vous savez, la chimiothérapie est un médicament hyper efficace sur les cellules cancéreuses, mais malheureusement, vu l'absence de sélection précise, il y a aussi des toxicités sur les cellules normales. Et c'est à cause de ça qu'on a les effets secondaires. C'est quoi la chimiothérapie ciblée aujourd'hui? On prend le produit de chimiothérapie, théoriquement, quand même, qui a une certaine toxicité. On lie un anticorps. Cet anticorps dirige cette chimiothérapie dans la cellule cancéreuse où il y a le récepteur de cet anticorps. Et un des exemples clés, le premier de cette chimiothérapie ciblée, c'est dans le cancer du sein, un petit groupe de cancer du sein, de 15% de cancer du sein, qui exprime une protéine qui s'appelle HER2. Et en fait, il y a eu le développement d'un anticorps thérapeutique qui s'appelle l'herceptine. Et maintenant, ce qu'on a fait, l'herceptine a été couplée à une chimiothérapie, et l'herceptine dirige la chimiothérapie vers les cellules qui expriment le HER2, et par conséquent, on est beaucoup plus sélectif et moins toxique. Ça, c'était le début. Maintenant, il y a des dizaines
de médicaments de ce type-là qui sont en développement et dans différentes tumeurs. Et ça, c'est, je dirais, une partie de la chimiothérapie qui va se développer dans les prochains mois, je dis mois, mais aussi les années. Thérapie biologique ciblée. Pourquoi on parle de thérapie biologique ciblée? Je pense qu'il est très important de rappeler sur cette diapositive les partenaires de la thérapie biologique ciblée. Et les premiers partenaires que j'aimerais citer, c'est les biologistes moléculaires, qui nous a aidés à comprendre la biologie de la cellule cancéreuse. Qu'est-ce qui va mal dans la cellule cancéreuse? Et par conséquent, développer des cibles. Et là, j'aimerais citer, car on les oublie souvent, les chimistes. C'est eux, après, quand on a une cible importante dans la carcinogénèse, dans le développement du cancer, il faut que les chimistes trouvent les médicaments, les anticorps qui aident à traiter ces tumeurs. Évidemment, la biologie moléculaire, la technologie de la biologie moléculaire nous aide maintenant à segmenter les tumeurs, à comprendre mieux la biologie de la tumeur et finalement, évidemment, notre rôle comme clinicien de faire de la recherche clinique pour montrer que ces médicaments sont efficaces et pour connaître leur toxicité. Voilà les partenaires, en gros, de ce développement extraordinaire qui nous a ramenés à la chimiothérapie ciblée, à la thérapie biologique ciblée et à l'immunothérapie moderne. Voilà la base aujourd'hui de ce qu'on connaît sur la base du cancer, à la base de la carcinogénèse. Il y a 10 causes qui font que cette cellule normale devient cellule cancéreuse. On peut avoir une raison, mais on peut avoir les 10 raisons en même temps. Et il est clair, ces raisons-là, ça veut dire qu'il y a des cibles thérapeutiques et il y a des médicaments derrière. Et là, en fait, évidemment, ici, le but, que je ne passe pas tous les médicaments qui ont été développés ces 15-20 dernières années, les médicaments biologiques ciblés. Je focalise votre attention. Je vais passer 3 tableaux rapidement, mais simplement de gauche à droite. Voyez ici la cible, voyez ici la tumeur. Voyez ici les médicaments qui ont été développés. Les marqueurs de prédiction, malheureusement ici, on n'a pas beaucoup avancé. Et où ces médicaments ont montré du succès. Et vous voyez, les cibles sont multiples, les tumeurs sont multiples, énormément de médicaments ont été développés, quelques facteurs de prédiction, de résistance et de sensibilité ont été développés. Et là, beaucoup de ces médicaments marchent en situation de métastase, mais quelques médicaments marchent aussi en situation de prévention pour éviter des récidives de la maladie. Et vous voyez, ça c'est le premier tableau, ça c'est le deuxième tableau, et ça c'est le troisième tableau. Et à chaque congrès, je dois updater ce tableau. Donc, pour vous dire que les innovations vont à une vitesse extraordinaire. Et tout ça dans l'intérêt et de l'avantage de nos patients. Exemple, simplement pour donner un exemple, je reviens à ce groupe de cancer du sein HER2 positif. Le premier médicament qui a été développé, c'est un anticorps monoclonal qui s'appelle l'Herceptine, qui a guéri beaucoup de ces malades HER2, car HER2, quand on est structuré dans ce cancer du sein, ça donnait de l'agressivité à cette tumeur. Le message que je veux me passer maintenant, que dans ce groupe de patients HER2 positifs, on est actuellement à 8 médicaments qui bloquent HER2 de différentes façons, et chacun de ces médicaments ajoute au premier. Donc, pertuzumab a ajouté au trastuzumab ou en combinaison avec trastuzumab. Il y a des petites molécules comme l'apatinib, nératinib, tucatinib, pour ne pas les citer. Ce sont des médicaments qui agissent au niveau de ce récepteur à un autre endroit. Et on continue le développement. Pourquoi on développe tous ces médicaments? Car vous comprendrez bien, il y a de la résistance qui s'installe parfois à ces médicaments. Et il faut trouver d'autres solutions pour vaincre cette résistance. C'est pour ça qu'on se trouve avec une première génération de médicaments, deuxième génération de médicaments, quatrième génération de médicaments pour vaincre la résistance. C'est un exemple. Un autre exemple, je dirais, pour illustrer cette innovation, vous savez, cette tumeur, pour se développer, a besoin de nutriments, a besoin de l'oxygène. Donc, elle a besoin de créer ses propres vaisseaux. Et il est clair, on comprend pourquoi ces vaisseaux se développent, et il y a des médiateurs chimiques à la base du développement de ces vaisseaux. Et il y a des médicaments qui ont été développés pour vaincre ces médiateurs à la base, et ces récepteurs à la base de ce qu'on appelle, nous, l'angiogénèse tumorale, la vascularisation tumorale. Et pour citer un exemple, simplement, le cancer du rein.
Vous savez, le cancer du rein, c'est un cancer très vascularisé, on connaît ça. Et en fait, dans ce cancer du rein, on avait un ou deux médicaments à peine donnent 8 à 10% de réponse objective, c'est-à-dire une régression objective de la tumeur. Comme on a compris quand même l'angiogénèse, au moins 5 médicaments anti-angiogéniques sont actuellement remboursés pour bloquer l'angiogénèse tumorale, sans oublier les autres médicaments qui agissent différemment sur le cancer du rein. Donc dans ce cancer du rein, ces 15 dernières années, 10 médicaments ou même 12 médicaments ont été développés et remboursés pour traiter nos patients. Il est clair qu'on n'utilise pas nécessairement les 7 médicaments qui bloquent la vascularisation, mais au moins on utilise 2 à 3 médicaments pour nos patients aujourd'hui. Ça c'est vraiment, et je peux citer de multiples exemples comme ça. Je passe à l'immunothérapie rapidement. L'immunothérapie, c'est l'immunothérapie moderne, et là aussi grâce au progrès de la biologie et du laboratoire en fait. Et l'immunothérapie, ce n'est pas quelque chose de récent. On sait que si la tumeur a été développée, ça veut dire que cette tumeur est tolérée actuellement par le système immunologique de notre corps. Et cette compréhension de cette interaction entre la tumeur et ce système immunologique, qui a commencé d'abord au laboratoire et qui est arrivé maintenant aux patients, on a fait des progrès majeurs. Et l'immunothérapie, simplement pour citer à ce stade, que le but n'est pas de développer l'immunothérapie ici, c'est qu'on est au début d'une nouvelle ère thérapeutique qui va continuer. Et vous voyez sur cette diapositive simplement les différentes approches thérapeutiques qui visent à stimuler le système immunologique. Je prends un exemple simplement, je dirais, qui a fait ce progrès récent avec toutes ces immunothérapies disponibles actuellement, c'est qu'on a compris, par le travail énorme au laboratoire, comment ça se fait que cette cellule tumorale arrive à paralyser le système immunologique. Et en fait, tout simplement, il y avait une interaction entre la cellule tumorale et la cellule immunologique à travers des protéines qui se trouvent à la membrane des deux cellules. Et en fait, la cellule tumorale entre en contact avec la cellule immunologique et la paralyse. Et par conséquent, le système immunologique ne fonctionne pas et la tumeur est tolérée. Et ça, c'était à la base du prix Nobel de médecine l'année passée. En fait, ces protéines, simplement pour les citer, c'est ce qu'on appelle le PD1 et le PDL1. Et les chimistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des anticorps monoclonaux qui bloquent soit PD1, soit PDL1. Donc, ils cassent cette interaction. La cellule immunologique est libérée et par conséquent, la cellule tumorale est attaquée. Et on se trouve aujourd'hui avec énormément d'anticorps monoclonaux qui stimulent le système immunologique de façon intéressante dans plusieurs tumeurs solides, l'efficacité, et plusieurs de ces anticorps, heureusement, sont accessibles pour nos malades aujourd'hui. Simplement pour citer un exemple, et ce n'est que le début, un des premiers anticorps monoclonaux pour stimuler le système immunologique et inhiber cette tolérance de la tumeur, c'était un anticorps qui a été donné seul. Et en fait, avec cet anticorps, donné dans le mélanome, c'est un cancer cutané en fait, avant, ces mélanomes métastatiques mouraient dans l'année, et même après 6-7 mois du développement des métastases. Et vous voyez ici, avec simplement un seul anticorps qui agit simplement sur une seule piste, 20% de ces malades sont aujourd'hui en survie à 10 ans, probablement guéris de leur maladie. Et ça, c'est vraiment n'est que le début et énormément de progrès depuis lors avec d'autres anticorps. Et il est clair maintenant, on commence à combiner toutes ces approches pour arriver à des résultats extraordinaires dans le traitement de nos patients. J'ai parlé de beaucoup d'innovations médicamenteuses. J'aimerais aussi noter qu'on évolue au niveau des concepts dans nos traitements. Par exemple, on sait maintenant que dans le temps, quand j'ai commencé ma carrière, on traitait tout le monde de la même façon, par exemple, avec la même chimiothérapie. Et on savait quand même qu'il y a des malades à risque plus élevé que d'autres. Et là, aujourd'hui, quand même, on essaye de changer ce concept de traiter tout le monde de la même façon, d'essayer d'individualiser de plus en plus, d'où la notion d'escalade de traitement pour les patients à risque élevé et de déescalade de traitement pour les patients moins à risque de récidiver. Et ça, c'est quelque chose, une réalité aujourd'hui, grâce à la biologie, à la technologie en relation avec la biologie moléculaire.
Deuxième concept qui s'est développé maintenant, même en cas de situation métastatique, mais pas très importante, la vision, ok, c'est pas seulement de prolonger la vie du patient, c'est pas seulement améliorer la qualité de vie du patient, c'est essayer quand même de guérir ces malades qui ont des métastases, mais peut-être la charge tumorale métastatique est limitée. C'est un concept qui est actuellement en étude et il y a des premiers résultats qui sont intéressants. Un autre concept important, il y a des tumeurs rares, c'est vrai, mais il y a des tumeurs fréquentes, comme la prostate, le côlon, le sein. Et avec le progrès de la biologie moléculaire, on commence à segmenter ces tumeurs en petits groupes de tumeurs avec différentes cartes génétiques, génomiques, tout ça. Donc des tumeurs communes, avec le temps, vont devenir de plus en plus moins communes, et avec des caractéristiques biologiques différentes, avec des cibles thérapeutiques différentes, et donc on va développer des médicaments spécifiques. Et exemple typique de ça, c'est, voilà ici, avec par exemple un cancer de poumon, ce n'est pas seulement un cancer de poumon, c'est un cancer de poumon, au moins une dizaine, quinzaine de groupes avec des caractéristiques moléculaires différentes, et par conséquent, des cibles thérapeutiques, et par conséquent, des médicaments pour les cibler. Il est clair aussi, avec cette analyse moléculaire des tumeurs, on va trouver beaucoup plus des mutations de prédisposition héréditaire. Aujourd'hui, moins que 5% des tumeurs ont une composante héréditaire. Mais maintenant, avec ce progrès de la biologie moléculaire, ce séquençage pour mapper la génétique de la tumeur, on va découvrir quand même qu'à la base, il y a une prédisposition héréditaire et on doit faire face avec des médicaments. Et ces médicaments ont commencé à être développés. Ce point, je veux passer rapidement par gagner du temps. Donc, avec tous ces progrès-là, il n'est pas surprenant, heureusement, qu'avec la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie ciblée, les thérapies biologiques ciblées, la technologie, tout ça, qu'on voit la mortalité dans les pays occidentaux et aux États-Unis diminue significativement, bien que l'incidence du cancer augmente. Mais je pense qu'on doit être modeste aussi, car j'ai parlé de beaucoup de choses positives, qu'on a encore des problèmes qu'on doit régler. Parmi les challenges qu'on a aujourd'hui, l'hétérogénéité tumorale. La tumeur n'est pas homogène. Quand on analyse une tumeur, on analyse à différents endroits, on voit bien qu'au niveau génétique, génomique, il y a différents clones différents. Et c'est ça qui est à la base de la résistance. Et c'est là où il faut travailler pour vaincre cette résistance. Et il y a les effets secondaires, malgré tout. Malgré qu'on est de plus en plus sélectif, il y a encore des effets secondaires. Probablement différents des effets secondaires qu'on a obtenus avec la chimiothérapie. Mais notre rôle est de trouver des solutions pour ces effets secondaires. Et le troisième problème, on voit quand même l'émergence des métastases cérébrales chez nos malades, beaucoup plus qu'avant, tout simplement pour deux raisons, car on est de plus en plus efficace en dehors du cerveau, et comme le cerveau est hyper protégé, les médicaments passent moins bien dans le cerveau, probablement c'est à cause de ça, on voit un peu plus de métastases cérébrales. Ça, c'est un exemple tout simplement d'un cancer du rein avec des métastases, où les chercheurs ont analysé les différentes métastases, et ils ont vu que chaque métastase a des caractéristiques moléculaires, peut réavoir des caractéristiques moléculaires différentes. Et ça, explique pourquoi un patient répond très bien, c'est un mélanome métastatique. Vous voyez, la figure A, c'est au moment du diagnostic, avec un traitement biologique ciblé, il y avait une excellente réponse, mais quelques mois ou quelques années après, la maladie reprend, c'est la résistance. Donc la résistance reste aussi un problème majeur. Je pense simplement, pour citer un des progrès technologiques, à mon avis, qui va changer énormément de choses dans l'approche du cancer, pas seulement dans l'approche du traitement du cancer, ce qu'on appelle la biopsie liquide. Vous savez, biopsier les métastases, biopsier les tumeurs de façon répétée, c'est invasif pour les malades. Et ne donnera peut-être pas l'image complète de la génétique, de la génomique des métastases et des tumeurs. Ce qui est en train d'être développé de façon active aujourd'hui, ce qu'on appelle la biopsie liquide. Ça veut dire on fait une prise de sang et on regarde l'ADN tumoral dans le sang circulant. Et en fait, cet ADN tumoral va révolutionner à mes yeux énormément de choses, pas seulement pour les traitements. Pour détecter un cancer,
pour donner une idée de son pronostic, pour savoir quelle est la charge tumorale. Plus on a de l'ADN tumoral qui circule, ça veut dire que la charge tumorale est importante. Quand on donne un traitement, et si cet ADN tumoral persiste, ça veut dire que la maladie est résistante. Et en analysant ça, on peut comprendre le mécanisme de résistance. Et tout ça, tout simplement par une prise de sang. Et finalement, donc, comme je l'ai dit, comprendre le mécanisme de résistance. Donc la réponse à biopsie liquide, c'est quelque chose qui va nous aider nos patients énormément, je dirais, dans l'avenir proche. Malheureusement, il y a quelques tumeurs, jusqu'à maintenant, on n'a pas progressé, mais il ne faut pas se décourager. On avait ça avec d'autres tumeurs et on est arrivé avec les chercheurs, les cliniciens, la recherche clinique de trouver des solutions. Le glioblastome reste un problème majeur, ainsi que les cancers du pancréas. Quoique il y a quelques progrès, mais ils ne sont pas à la hauteur des autres progrès dans d'autres tumeurs. C'est ça mon message sur ce point. Voilà, les métastases cérébrales est un problème. Rapidement, je suis à la fin de ma présentation, que tout ce développement a un impact sur l'organisation des soins dans nos hôpitaux. Vous savez, quand vous avez tous ces progrès dans le traitement de ces patients, ça veut dire, pour vous donner quelques exemples, ces patients vont être vus de plus en plus en consultation par les médecins, par les infirmières, et ça veut dire qu'il faut réorganiser l'hôpital et surtout réorganiser l'hôpital de jour. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit ces malades beaucoup plus fréquemment. Donc ça veut dire qu'on doit avoir beaucoup plus de consultations. Heureusement, ces patients vont survivre leur cancer, mais il y a aussi d'autres problèmes médicaux qui peuvent surgir. La multidisciplinarité avec les autres disciplines, c'est important. Donc il faut réorganiser toutes les structures hospitalières. Donc tous ces progrès, c'est très bien pour nos patients, mais c'est énormément de retentissement sur les soins, l'organisation des soins de santé dans nos hôpitaux. En fait, j'ai aimé quand même présenter cette diapositive qui est chargée, mais il y a un message important. Mon collègue, le docteur Gilberto de Castro, c'est un collègue brésilien que je travaillais avec lui. Et moi-même, on a lancé en 2006, dans l'Instant Oncology, que c'est un journal bien connu, je dirais en général, et dans l'oncologie, demandant aux autorités d'être prêts à ce tsunami. Et en fait, vous savez, de façon très modeste, à l'époque, dans notre éditorial, on demandait aux agences régulatoires de se préparer à cette arrivée, à ce tsunami de ces thérapies biologiques. Donc ça veut dire 13 ans auparavant, que le système de santé, en fait, nécessite d'avoir des stratégies à court, moyen, mais aussi à long terme. On ne peut pas seulement travailler pour 2 ans, pour 3 ans, mais il faut vraiment, et il n'y a pas de raison que tout ce progrès s'arrête, ça va être de plus en plus présent. Et, notre rôle aussi, donc on ne demande pas seulement aux autorités, les chercheurs doivent trouver quand même des facteurs prédictifs qui répondent, mais surtout qui ne répondent pas à ces traitements pour éviter des toxicités inutiles et des coûts inutiles. Il faut des études pharmaco-économiques très rigoureuses. Là, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, malgré des efforts extraordinaires, je sais que l'ORPC a travaillé beaucoup, Mme Meunier est témoin, pour faire des études pharmaco-économiques. Ce sont des études difficiles, mais je pense qu'ils sont essentiels. Et finalement, je dirais, l'efficacité, le safety et le coût-efficacité de ces médicaments doivent être réévalués périodiquement. C'était ça ce qu'on a proposé 13 ans auparavant pour faire face à cette tsunami de ces médicaments, pour qu'on puisse les payer et qu'ils soient malades accessibles. En conclusion, voilà le présent. Il faut regarder le futur, et le futur est positif pour nos patients cancéreux, que l'innovation en sciences et en technologie va continuer, et par conséquent, c'est ça qui va, je dirais, être à la base des traitements futurs, en plus de la chirurgie et de la radiothérapie, mais n'oublions pas le supportive care quand même pour les malades qui, malheureusement, malgré nos efforts, récidivent. Il est clair, comme M. De Wever a mentionné, l'intelligence artificielle sûrement va aider. On ne sait pas comment, mais sûrement dans la préparation et dans l'analyse et dans les conclusions pour notre système de santé. Je répète que la biopsie liquide va aider énormément. Il faut faire face à ces cancers héréditaires qu'on va diagnostiquer de plus en plus. Et on va manager bien nos patients, pas seulement pendant les traitements, mais après les traitements. Il y a beaucoup de questions, ce qu'on appelle le survivorship, et support psychologique, social, réinsertion sociale, professionnelle. Pour terminer avec une seule phrase,
quand on a je dirais, un nouveau médicament qui est actif, s'il n'est pas disponible pour le patient, ce n'est pas une innovation, reste une invention. Mais heureusement, en Belgique, on ne peut pas se plaindre. On a beaucoup de ces médicaments disponibles pour nos patients. Je vous remercie pour votre attention.